5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Its velocity is cut by 800 feet a second, working more directly against gravity than planned. Reaching over 23,000 miles an hour, it carries to nearly 80,000 miles, 30 times as far as ever before. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Alors on est là pour craquer vos codes pour libérer les possibles. Dans ce qu'on appelle le mot que j'ai appris, un ignition, on va mettre en feu les gens. Et les entreprises. C'est ça. Le problème, c'est que le feu, il y est déjà dans les entreprises et que nous, on est plutôt là pour l'éteindre. Alors le feu, il est dans les entreprises de l'extérieur. Les entreprises sont consumées par les ruptures. Je pense que vous êtes familier avec cette idée que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'organisations sont confrontées à des ruptures auxquelles elles ont du mal à répondre. Donc déjà, il y a le feu à l'extérieur, mais il y a aussi le feu à l'intérieur. Donc moi, j'ai travaillé 20 ans dans les grandes entreprises. Et en fait, les gens se consument dans les entreprises. Il y a cette expression absolument tragique de burn-out. Ça brûle. Ça brûle. Il y a encore, je viens de lire juste un article qui dit qu'en France, il y a un salarié sur deux qui est confronté à ça. C'est juste pas possible, en fait. Il faut que ça s'arrête. Et donc, il y a le feu à l'extérieur, il y a le feu à l'intérieur, et il y a aussi ce feu merveilleux, le feu créatif que chacun a en soi, qui est en train de quitter les entreprises. Et donc, tout le monde veut devenir entrepreneur. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et en fait, nous, on n'y croit pas du tout. Les gens, ils ne veulent pas vraiment devenir entrepreneurs. Ils quittent les grandes organisations parce qu'ils pensent qu'à l'extérieur, dans des petites structures, ils pourront retrouver ce feu sacré et éviter de brûler à l'intérieur. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que ce feu destructeur à l'intérieur des organisations, il cesse et qu'on puisse en refaire des lieux où se créent des choses et que ce feu soit effectivement un feu créateur. En tout cas, nous, on ne se satisfait pas de cette... Alors moi, je viens du monde entrepreneurial, de cette idée selon laquelle si les grandes entreprises meurent, c'est pas grave. Elles seront remplacées par des start-up, des indépendants. L'enjeu, il est considérable, puisque les grandes entreprises aujourd'hui, c'est encore et pour très longtemps celles qui fournissent les emplois et qui créent les richesses. Et donc, il faut sortir de ce dans quoi on s'enferme aujourd'hui dans les grandes organisations. En étant très concret, on peut parler des réunions. Donc malheureusement, je ne vous vois pas bien. Mais je ne sais pas vous, moi, à chaque fois qu'on me dit réunion, je ne me sens pas bien, en fait. Donc les réunions sont rarement des moments de joie, de développement. Et donc on a fait plein de choses depuis des décennies pour arranger ce problème des réunions, très concret. La première chose, c'est on s'est dit, c'est les gens qui ont un problème, il faut les former. Je l'ai fait. J'ai formé beaucoup de dirigeants à la tenue de réunions. C'est ce qu'on appelle la psychologisation des organisations. On pense que le problème, c'est les personnes. Puis un autre courant m'expliquait que, non, Béatrice, les réunions, c'est des tels enjeux de pouvoir que ça ne peut pas être autrement. Donc ça, c'est une partie de la sociologie. Donc il n'y a juste rien à faire. Bon. Et puis il y avait une dernière partie qui est la technique. Il y avait plein de techniques qu'on a pu utiliser. La dernière que j'ai vécue, c'est on m'a dit, on va faire des réunions debout, Béatrice. Ah oui? On vous l'a peut-être fait, ça, non? Moi, j'entends des rires, donc je pense que j'ai des amis dans la salle qui ont vécu ça. Je vous jure, très sincèrement, je leur ai dit, mais ok, debout, pourquoi debout? On va se fatiguer plus vite, donc ça va durer moins longtemps. Alors, vous rigolez, je rigole aussi, mais en fait, moi, j'ai fait ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des formations aux dirigeants, moi, j'ai mis du bois pour éteindre ce feu. Plein de bonnes intentions. Et donc, je crois vraiment que, bizarrement, depuis des décennies, je crois que tout le monde est profondément malheureux de cette situation des entreprises, tant parce qu'elles sont en train de mourir que parce que les gens à l'intérieur meurent. Et bizarrement, on ne s'en sort pas, on est bloqué. Mais on est bloqué dans quoi? Alors, j'ai une question pour vous, il faut que j'arrive à vous voir. Dites-moi, s'il vous plaît, quand vous regardez cet échiquier, ceux qui voient que la case A est plus claire que la case B. Vous levez le bras comme ça, s'il vous plaît.
Donc personne ne lève le bras. OK. Est-ce que la case A est plus foncée que la case B? OK, donc je crois que presque tous lèvent la main. Est-ce que certains voient que la case A serait de la même couleur que la case B? Ah, j'ai 3. OK, merci. Donc j'ai 3 inhumains dans la salle. On a déjà des visiteurs de l'espace. À la fin de la conférence, vous venez me voir. Vous m'intéressez beaucoup. En fait, c'est marrant. Donc presque toute la salle, vous vous êtes retrouvés bloqués dans une vision des choses qui n'est juste pas du tout la réalité. Hein. Elles sont exactement de la même couleur. Donc je vous aide avec cette petite flèche, mais je sais que malgré cette petite flèche, certains d'entre vous se disent ils trichent, ils ont changé. Ah, il y en a qui rigolent, donc voilà. Non, ils sont exactement de la même couleur. Donc vous êtes tous retrouvés, tous bloqués dans une manière de voir les choses qui n'est juste pas ce qui est. Cette manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle avec Philippe les modèles mentaux. C'est cette capacité humaine formidable que nous avons, nous, en tant qu'humains, de construire des croyances partagées sur comment je fonctionne, comment fonctionne l'autre, mon organisation, et comment fonctionne le monde. Là, quand je parle, évidemment c'est une blague, des 3 personnes inhumaines, normalement vous ne pouvez pas échapper à cette illusion. Elle utilise 3 modèles mentaux très puissants chez les humains. Le premier, c'est le pouvoir du contexte. Quand vous regardez les cases qui entourent la case A et la case B, on joue avec les contrastes. Premier modèle mental. Le deuxième, très fort, c'est qu'en tant qu'humain, vous vous attendez à voir la lumière arriver du haut, le soleil. Donc vous pensez qu'il y a une ombre du cylindre. Et le dernier modèle mental extrêmement puissant en entreprise, c'est la connaissance. Moi, je sais comment fonctionne un échiquier. Noir, blanc, noir, blanc. OK ? Et donc votre cerveau, il est sympa avec vous, il vous aide, et il tord la réalité pour qu'elle corresponde à l'idée que vous avez de la réalité. Respectez vos modèles mentaux. Avec Philippe, notre conviction, c'est que ces modèles mentaux, quand elles deviennent une manière répétitive de voir les choses, c'est ça qui bloque les entreprises et c'est ça qui vous bloque vous. Ça y est, on vous le donne, c'est ça le code. C'est les modèles mentaux. Alors vous voyez, c'est irrésistible. Qu'est-ce que vous voyez, vous ? J'ai pas entendu, dites-moi plus fort. Un visage ? Et des oiseaux. Il est sympa le visage ou... Il sourit, voilà, j'entends, merci. Super, formidable. Donc c'est obsessionnel. On ne peut pas s'empêcher de voir un visage, et en plus, merci, on ne peut pas s'empêcher de trouver s'il est sympa ou pas. C'est, une fois de plus, la spécificité humaine. Nous, humains, nous sommes complètement obsédés par le sens. On le cherche et on le crée. C'est vraiment notre spécificité humaine. Et comment on le crée ? Avec nos modèles mentaux. Et là, très naturellement, on voit très rapidement un visage parce que c'est une capacité qu'avaient nos ancêtres pour rapidement pouvoir survivre. Donc, extrêmement puissant. Vous venez de le faire collectivement. C'est juste le cœur de toutes les organisations. Alors peut-être certains ou certaines d'entre vous ont lu cet ouvrage de Harari. Donc la question que pose Harari, c'est qu'est-ce qui fait que Sapiens, donc c'est nous, Sapiens a réussi à dominer toutes les autres espèces, humaines et non humaines. Et l'explication, c'est que nous sommes les seuls à être capables de collaborer sur des tâches très complexes, non connues à l'avance, avec des inconnus. Et donc c'est ce qu'on va appeler un marché, une organisation, une entreprise. On est la seule espèce à pouvoir faire ça. D'autres espèces collaborent, bien sûr, les abeilles, les fourmis, mais sur des tâches qui sont les mêmes depuis plusieurs millions d'années, ou sur des tâches un peu plus complexes comme les chimpanzés, mais toujours dans des tout petits groupes. Nous sommes la seule espèce, encore une fois, qui est capable de faire collaborer des gens qui ne se connaissent pas sur des tâches complexes et en très 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 grand nombre. Pourquoi et comment on y arrive ? Eh bien, l'explication d'Harari, c'est qu'on y arrive parce qu'on partage ce que lui appelle des mythes collectifs, on appelle ça des modèles mentaux. On partage une histoire, d'accord ? Et donc, toute organisation, quelle qu'elle soit, existe parce que les membres, ceux qui travaillent avec elle ou pour elle, croient en fait à des modèles mentaux. Et ces modèles mentaux ont été construits au cours des âges par les fondateurs, par les événements de l'organisation. Et donc l'idée, c'est que si une organisation est définie par ces modèles mentaux, ces croyances qui ont été construites par ces individus et collectivement au cours du temps, si elle est constituée de ces modèles mentaux, eh bien pour la transformer, pour la changer, ce sont ces modèles mentaux qu'il faut changer. Voilà, ça c'est vraiment le cœur pour nous, de la transformation de l'organisation au niveau individuel et au niveau collectif. Si on prend l'exemple des réunions, il s'avère dans une organisation où je travaillais,
On avait fait tout sur les réunions, mais il y avait un modèle mental, donc une représentation de comment on fonctionne, très forte autour de « il faut toujours suivre le chef ». Alors ce modèle mental est très puissant dans plein de situations, et il s'avère qu'en réunion, par moment, ça peut être inutile. Et lorsque je suis allée dans une réunion où je dis « mais vous savez, de manière très implicite dans cette organisation, il y a cette idée qu'il faut toujours être d'accord avec le chef. Peut-être que là, comme c'était une réunion sur l'innovation, ça va peut-être pas nous aider. Est-ce qu'on peut mettre ce modèle mental de côté juste le temps de la réunion et voir ce que ça donne ?» Et là, subitement, il y a eu beaucoup plus de confrontations, de discussions, d'espace pour libérer les possibles des gens qui étaient dans cette réunion. Donc on va y revenir, mais ce que je pense que vous devinez, c'est que le plus important va être de rendre visibles ces modèles qui, la plupart du temps, sont invisibles. Alors ils existent, on l'a vu au niveau individuel, tout le monde en a, on ne peut pas fonctionner sans modèle mental. Sans modèle mental, vous ne pouvez pas sortir de cette pièce, votre cerveau a construit une représentation de cette salle. Sans modèle mental, on ne peut pas construire d'organisation, quelle qu'elle soit. Et sans modèle mental, la société ne peut pas fonctionner. Alors juste pour vous montrer ce que ça donne au niveau sociétal, alors je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que fumer, c'est pas bon pour la santé? Oui? D'accord. Ben, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, je vais vous montrer une publicité des années 60. Donc LM, c'était la marque qui était recommandée par le plus grand nombre de médecins. Puisqu'à l'époque, on nous disait que fumer, c'était bon pour la gorge. C'était particulièrement recommandé pour les chanteurs et les chanteuses. Hein, c'est bien connu, le tabac adoucit la gorge. Et assez rapidement, évidemment, l'industrie du tabac a eu un problème, puisque la moitié de la population ne fumait pas. Les femmes ne fumaient pas. Savez-vous pourquoi les femmes ne fumaient pas à l'époque? On est dans les années 60-70. Quelle histoire. Pardon? Voilà. Merci Thierry. Voilà, c'était vulgaire, c'était considéré comme une femme de mauvaise vie si elle fumait dans la rue. Donc il a fallu changer ce modèle mental, ce à quoi s'est employée l'industrie, alors qui s'appelle aujourd'hui relations publiques, mais à l'époque ça s'appelait propagande, mais ça sonnait moins bien. Et regardez ce qu'ils ont fait. Donc là, vous avez l'image de la femme libérée des années 70, elle fume. Et donc cette association entre fumée, libération, les cigarettes étaient appelées les torches de la liberté. Donc ça illustre l'importance des modèles mentaux. On l'a vu, hein, individuel, au niveau de l'organisation, de la collectivité, au niveau de la société. On est entièrement gouverné par ces modèles. Et donc il faut absolument en avoir conscience, parce qu'il n'y a que quand on en a conscience qu'on peut agir et qu'on peut les changer. Mais c'est difficile. C'est difficile. Si on reprend l'exemple de la Réunion, si certains ont eu l'expérience de travailler avec des Japonais, la manière des Japonais de concevoir une réunion, c'est comment on peut définir ensemble l'équation, le problème. Là où en général en France, la manière qu'on a de concevoir une réunion, c'est de trouver la solution. Donc pareil, si vous ne tenez pas compte de ces modèles mentaux sociétaux dans la prise en compte des réunions, eh bien vous êtes enfermé dans une façon de voir les choses, la vôtre, et en fait vous passez à côté de plein de possibles. Et ça devient juste vital. Il y a un monsieur qui en a fait vraiment l'expérience. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Ignaz Semmelweis? Personne. Ok. Est-ce que quelqu'un qui se lave les mains en sortant des toilettes? Rassurez-nous. C'est bien. Ah, c'est dingue, tout le monde. Je sais pas, j'ai pas vu toutes les mains, mais enfin bon, on va passer parce qu'on n'a pas le temps. Donc, parce que si vous faites tout ça, c'est grâce à lui. Ouais. Mais c'est marrant, vous le connaissez pas. C'est un livre formidable de Céline. Ignaz Semmelweis, on était au milieu du 19e siècle, c'est un obstétricien. Et il était bouleversé parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne voulaient pas accoucher avec des obstétriciens et qui voulaient accoucher avec des sages-femmes. Alors au-delà du fait qu'elles préféraient être avec des femmes, parce que malheureusement à l'époque il n'y avait pas de femmes encore obstétriciennes, elles avaient l'intuition que leur vie était moins un risque avec les sages-femmes. Et donc Semmelweis, il était intrigué, il ne s'est pas arrêté là, il a essayé de comprendre. Et il s'est rendu compte qu'elles avaient parfaitement raison. Leur taux de mortalité était 10 fois inférieur avec les sages-femmes. 10 fois, hein. Et donc il a continué à essayer de comprendre, il a observé ses collègues obstétriciens, et beaucoup de ses collègues étaient vraiment effondrés de ce taux de mortalité, et donc faisaient beaucoup d'autopsies des femmes mortes en couche. Et souvent, ils étaient appelés dans toute urgence pour accoucher des femmes, et juste après l'autopsie, ils filaient accoucher les femmes, sans se laver les mains. Et donc Semmelweis a eu l'intuition qu'il y avait peut-être un lien. Et donc il a proposé à ses collègues juste de se laver les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il n'a pas été écouté,
mais il a été violemment rejeté de sa communauté des médecins et il a fini seul dans un asile psychiatrique. Même sa femme l'a quitté. En fait, il y avait un homme qui a cru Semmelweis, c'est un obstétricien qui avait accouché sa nièce. Et sa nièce était morte. Et quand ce monsieur a compris que c'était sans doute à cause de lui, il s'est suicidé. Donc la seule personne qui a cru Semmelweis n'a pas pu l'aider à convaincre la communauté. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire tragique ? Eh bien, Semmelweis s'est retrouvé confronté à 2 modèles mentaux extrêmement puissants à l'époque. C'est dur pour nous, mais il faut se remettre dans les années 1850. À l'époque, la manière qu'on avait de concevoir la maladie, c'était une maladie interne. C'était un équilibre entre les différents éléments à l'intérieur du corps. Et donc, il n'y avait aucun lien avec le monde externe. Donc, c'était juste impossible qu'il y ait une connexion avec le lavage de mains. Juste impossible. Et après, il y a Pasteur, évidemment, qui est venu avec les germes, et là, tout d'un coup, c'est devenu possible. L'autre gros modèle mental, c'est que si les médecins étaient médecins, et en plus obstétriciens, c'est pour donner la vie. Et Semmelweis était en train de leur expliquer qu'ils donnaient la mort. C'était insupportable pour eux d'entendre ça. Donc ils ont violemment rejeté Semmelweis. Cette histoire, elle nous bouleverse avec Philippe, parce qu'elle est une merveilleuse illustration de ce que vous pouvez vivre en entreprise, de ce que nous avons aussi vécu en entreprise, la puissance des modèles mentaux quand ils ne sont pas pris en compte. C'est le lot de beaucoup d'innovateurs. On arrive, plein d'espoir, on veut changer son organisation. Et comme notre ami Semmelweis, on va expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, on sera plus hiérarchique, on sera collaboratif, on sera ceci, on sera cela. Et on se fait rejeter parfois très très durement. Et si on ne prend pas en compte cette existence des modèles mentaux individuels et collectifs, c'est ce qui arrive et ce qui continuera d'arriver à tous ceux qui, très sincèrement, essayent de changer les organisations. Et le pire, c'est que tout le monde est sincère dans cette histoire-là, mais si on n'a pas identifié cette résistance immunitaire des modèles mentaux, eh bien, on continuera à avoir cette espèce d'incendie qu'on évoquait au début. Et donc toute l'approche, c'est de considérer le modèle mental comme un nouveau point d'entrée dans les organisations. Donc c'est ce que nous, on appelle l'approche méta. Exposez vos modèles mentaux. Exposez vos modèles mentaux individuels, organisationnels, sociétaux. Attention, avec Philippe, on dit bien exposer. On ne dit pas expliquer. Ça fait des décennies qu'on nous explique comment doivent fonctionner des réunions. Ce n'est pas expliquer. C'est exposer, c'est-à-dire rendre visible l'invisible, explicite l'implicite. Tester. Une fois qu'on a exposé, effectivement, on peut tester, c'est-à-dire que les modèles mentaux, s'ils existent encore aujourd'hui dans l'organisation, c'est qu'ils ont leur utilité. Donc là, il s'agit de dire que est-ce qu'on peut identifier des situations, des circonstances dans lesquelles ces modèles vont être contre-productifs ? Et à ce moment-là, on peut commencer à les ajuster dans ces circonstances-là sans tout remettre en cause. Donc c'est trouver des espaces qui peuvent même être vus comme des espaces de jeu, de tests, de petites expérimentations, dans lesquelles on va remettre en question certaines croyances. Par exemple, on pense qu'il faut absolument être hiérarchique. Eh bien, on va trouver un espace dans lequel on va pouvoir temporairement suspendre ça, voir ce que ça donne, se rendre compte qu'on n'est pas mort et se dire finalement, contrairement à ce qu'on pensait, on peut faire quelque chose sans être complètement hiérarchique. Et à ce moment-là, il y a un ajustement qui est possible. C'est des choses qui peuvent être faites systématiquement et assez naturellement. À force de pratique avec Philippe, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des gros modèles mentaux qu'on trouve à peu près dans toutes les entreprises et qui sont de cette nature-là. En général, quelle que soit l'action que vous réalisez, on vous demande quel est votre objectif. J'ai fait 20 ans de ressources humaines, je disais aux dirigeants quel est votre objectif personnel, quel est l'objectif de votre équipe, quel est l'objectif de votre entreprise. Ça s'appelle une stratégie ou une vision. Super. Et puis une fois qu'on a défini l'objectif, on définit les gains, on définit les rôles, on s'assure qu'il n'y a pas de surprise, et puis s'il y a des problèmes, on les résout. Génial. Extrêmement efficace. Le seul truc, c'est que c'est tellement efficace, on a tellement eu l'habitude de fonctionner ainsi, que nous croyons, premièrement, que c'est une vérité éternelle, universelle et absolue, et deuxièmement, c'est tellement habituel qu'on croit que c'est devenu naturel, et que ça ne peut pas être autrement. Mais l'expérience nous a montré que ça peut être tout autrement. Alors on a de nombreux exemples qui montrent qu'en fait, face à ce modèle-là et à chacune de ses composantes, on peut faire chaque fois le contraire. Donc ceux qui sont un peu familiers avec les démarches entrepreneuriales, quand on nous dit il faut absolument avoir un objectif, sinon on ne sait pas où on va. Ça, c'est vraiment
le motto absolu dans les organisations, toujours partir d'un objectif. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de situations dans lesquelles on part de ce qu'on a sous la main. Les entrepreneurs le font tout le temps, mais ça se fait aussi en entreprise. Et donc, on peut inverser ce qui nous semble une évidence dans la partie gauche, qui est encore une fois effectivement une évidence parce qu'on a juste l'habitude de le faire. On a l'habitude de le faire parce qu'on a été formé comme ça dès le plus jeune âge. Quand vous aviez 7 ans, on vous a dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Toujours un objectif. C'est quoi votre plan de carrière? C'est quoi vos targets? En fait, il y a un autre monde possible dans lequel, non, on part de ce qu'on a sous la main. On n'a pas forcément besoin d'avoir un objectif très clair. Décider sur une perte acceptable, là aussi, il faut toujours avoir des gains attendus. Je fais ça parce que je vais obtenir tel résultat. En fait, on peut dire, je vais faire ça parce que si ça ne marche pas, au pire, j'ai perdu peut-être 2 jours. Donc là aussi, on renverse. Donc tout ce qui nous semble si évident dans la partie gauche n'est évident que parce qu'on a l'habitude de le faire. Et en fait, on s'aperçoit sur la partie droite qu'on s'interdit de le faire, alors qu'en fait, c'est très naturel. Vous rencontrez un ami le week-end et vous lui dites « Ah, qu'est-ce que tu fais ? Ah, je suis en train de faire ce projet. Ah, c'est intéressant. Écoute, je peux t'aider parce que je connais une telle personne, etc. etc. » Donc, on le fait le week-end, très naturellement, ce qui est dans la colonne de droite. Ça produit des résultats extraordinaires en entrepreneuriat, en innovation et même au sein d'organisations. Donc, ça veut dire que la partie gauche n'est pas du tout une vérité universelle. Ça fonctionne bien. C'est grâce à ça qu'on peut produire des voitures chaque semaine, mais ça n'est pas une vérité universelle. Et ça, c'est vrai pour tous les modèles mentaux. On commence à pouvoir travailler sur les modèles dès lors qu'on cesse de les voir comme une vérité universelle. Le seul problème, c'est que votre armoire à vous, là, qui travaille pour la plupart en entreprise, elle est tellement remplie de ces modèles mentaux-là que vous n'arrivez même plus à laisser les miracles de la vie. Parce que quand on regarde cette colonne-là, moi, j'appelle ça la vie, en fait. Moi, chaque jour, je me réveille, c'est une surprise, en fait. OK, je sais je vais travailler, mais votre journée, c'est que des surprises. Donc, en fait, on est juste en train de qualifier la vie. Donc, des choses qui sont extrêmement naturelles pour vous. Mais sauf que depuis tellement d'années, on nous a, et nous nous sommes enfermés dans cette manière de voir les choses. Donc, le titre de l'intervention, c'est « Craquer votre code ». Donc les modèles mentaux, pour libérer vos possibles. Si vous pouviez partir de cette conférence avec ça en tête, et qu'à chaque fois que vous vous saisissez en train d'être happé par cette certitude d'avoir un objectif, cette certitude de définir des gains, faites un tout petit pas de côté, regardez-vous, et là vous allez trouver un espace pour agir autrement, et vous allez être, je vous l'assure, époustouflé à quel point vous êtes vaste et à quel point vos possibles sont énormes. C'est vrai pour vous individuellement et c'est vrai pour votre organisation. Souvent, on dit sur cette colonne-là que qu'est-ce qu'on fait, ni plus ni moins ? On réapprend aux oiseaux à voler, en fait, puisque c'est des choses que beaucoup de gens font très naturellement. Je citais l'exemple du week-end. On le fait très naturellement le week-end ou quand on est seul. Et puis le lundi matin, quand on arrive au bureau, on dit « Ah non, là, il faut que tu reviennes dans la colonne de gauche parce qu'il faut que tu aies un objectif, etc. etc. » Et donc, chaque fois qu'on explique cette colonne de droite, la réaction est souvent la même, c'est de dire « Ah, je me sens mieux parce que je faisais un peu comme ça, mais je ne savais pas que c'était bien, je pensais que c'était interdit. » Et donc, voilà. Donc, ça n'a rien de nouveau, les principes. On ne va pas dans le détail. Les principes de la colonne de droite sont des principes très anciens qui remontent au grec. De toute façon, tout remonte toujours au grec en général, qui ont été montrés en psychologie, en économie, en neurologie, enfin dans tous les domaines et toutes les disciplines. Ils ont été peu utilisés dans le management. Donc, je dirais, la seule chose pour laquelle on milite avec Béatrice, c'est de se dire, c'est des outils puissants, des modèles puissants, il faut que le management s'en empare, justement pour retisser ce lien avec la réalité. Et surtout, pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on était assez surpris de notre découverte avec Philippe, on doit vous l'avouer, et on essayait de comprendre pourquoi les entreprises ont si peu questionné les modèles mentaux. C'est-à-dire, si je vous demande là, quels sont les modèles mentaux de votre entreprise, normalement, il y a peu de gens qui peuvent répondre pour le moment. En fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'actuellement, notre époque, elle a 2 critères, l'accélération et l'incertitude. Il y a une sorte d'accélération, et ce n'est pas ici que je dois le démontrer, parce que moi, je suis juste époustouflée par tout ce que j'ai vu au lab postal. Donc, il y a une accélération. Vous savez, les germes de Pasteur, on faisait des découvertes comme ça, tous les 20 ans, 30 ans, 50 ans.
J'ai l'impression qu'actuellement, c'est chaque mois qui passe, on découvre quelque chose d'incroyable. Donc il y a une accélération de l'évolution de la réalité du monde. Et donc évidemment, vous ne pouvez plus ne plus vous poser la question de votre modèle de la réalité. Puisque la réalité évolue à telle vitesse que si vous faites une photo du monde et que vous ne la questionnez plus, elle va être très rapidement obsolète. Et puis l'autre élément qu'on constate et qui explique sans doute pourquoi le feu brûle aussi fort dans les entreprises, c'est l'incertitude. On ne comprend plus grand-chose aujourd'hui dans les entreprises. La plupart des dirigeants qu'on rencontre nous disent la même chose. On essaye de donner un sens, mais globalement, on ne comprend plus grand-chose. Et comme on ne comprend pas, incertitude, rappelez-vous les oiseaux, il y a une obsession de prendre les modèles mentaux que nous connaissons pour les plaquer sur la réalité. Et donc c'est pour ça que les modèles mentaux, pour nous, c'est la grande nouvelle compétence à développer dans les organisations qui correspond à la réalité de notre monde aujourd'hui. Parce que cet oiseau, c'est très sympa de réapprendre un oiseau à voler. Mais si cet oiseau, il a une certitude absolue, parce qu'il a un modèle mental qui est devenu une vérité universelle, je suis un chien, il ne volera jamais. Donc c'est formidable si vous attrapez les 5 modèles mentaux alternatifs, faire avec ce qu'on a, etc. Mais surtout, appréhender cette notion de modèle mental à votre niveau. C'est ça qui vous permettra de libérer vos possibles au niveau de votre entreprise et au niveau de la société. Donc c'est vraiment notre grande call for action. Voilà, We want you. Il faut bosser un peu. Donc, emparez-vous effectivement de ces modèles. Donc le premier, il y en a 5, mais le premier, c'est faire avec ce qu'on a sous la main. Donc très souvent, les managers nous disent « Ah, je voudrais bien changer mon organisation, mais le problème, c'est mon chef. » Donc ça, en gros, c'est pas de ma faute. Donc là, on dit « Peut-être, mais le chef, il n'est pas là. Démarrer avec ce qu'on a sous la main, ça veut dire, la question, c'est qu'est-ce que toi, tu peux faire maintenant, tout de suite ?» Ici et maintenant. Voilà. Et donc, au lieu d'être effectivement dans demain, la vision, etc., on revient et on dit ici et maintenant. D'accord ? On remet la balle dans le camp de la personne qui peut agir, peut-être à petite échelle, mais qui peut agir. Et l'action à petite échelle, donc le deuxième principe, le deuxième modèle, ce que nous on appelle la perte acceptable, c'est de faire quelque chose de façon à ce que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. D'accord ? Donc, quand vous allez voir votre chef et vous lui dites « Ah, ça serait bien qu'on fasse ça », il va vous dire « Oui, mais qu'est-ce que ça nous rapporte ?» Par exemple, j'ai très envie d'aller au lab postal. Non, parce qu'il faut que tu fasses ça. Non, mais au pire, je perds 2 jours. Ah, ok. Honnêtement, rappelez-vous de cette phrase. Au pire, je perds quoi ? Moi, le jour où je l'ai découverte, la prochaine fois que vous avez une idée, une envie, et que, comme souvent, on vous dit « Ah, mais la conformité, l'IT, etc. » Ça nous rapporte quoi ? Voilà, c'est... dites juste, tu sais, au pire, je perds 2 jours ou 3 jours. Ce qui est acceptable pour moi, ne le sera peut-être pas pour vous, à vous de le définir. Mais si vous utilisez cette phrase magique, au pire, je perds quoi ? Vous allez peut-être aider votre manager à se libérer des modèles mentaux de l'organisation, et vous-même également, et regardez ce que ça donne. Donc, s'il vous plaît, essayez tous, quand vous allez retourner en entreprise, voilà, au pire, je perds quoi ? Vous passez du pourquoi au pourquoi pas, en fait. Et ça, c'est très puissant. C'est ça qui libère l'action dans l'organisation. Et vous êtes en sécurité, parce que ça, c'est très important pour Philippe et moi. On a vu trop d'actions en entreprise qui, en fait, finissent par encore plus brûler les gens. Là, nous, on trouve que c'est safe, c'est écologique pour vous, en fait. Et au pire, votre chef, non, ok, voilà. Vous n'êtes pas mis trop en risque. On a un grand philosophe que nous adorons. On voulait terminer sur une note un peu, parce que moi je suis un peu universitaire, donc je me suis senti un peu obligé de terminer avec un philosophe. On a quand même pris un philosophe femme. Voilà. Grande citation, qui n'a pas peur du vide ne tombe pas. Allez, qui trouve le philosophe ? Ah non. Non, mais toi, tu n'as pas le droit de parler. Ouais. Enfin, pas encore, ça vient. Est-ce que quelqu'un sait quel est le philosophe ? Je suis sympa, j'ai dit, une femme. Vivante, qui chante. Française, qui chante. On va l'écouter alors. Je vous invite juste à écouter vraiment attentivement les paroles et si vous n'arrivez pas, s'il vous plaît, vous achetez la chanson. Et Thierry nous a promis qu'il danserait, donc avec Carole aussi. Allez, on y va, on écoute. C'est Kenny Arcana, ça vous dit quelque chose ? Vous allez écouter bien les paroles, s'il vous plaît. Ça va venir, bien sûr.
vie m'a dit, sèche tes larmes, le ciel ne se venge pas. Reste-toi, sois fort, tout le monde te changera. Accroche-toi à ta flamme et transmute la fable. Relève-toi vite à chaque fois que ce monde te fait un croche-patte. Ne cultive pas la haine ou elle te mangera. Guéris, car si tu es mal en toi-même, ce sera pareil autre part. Si tu cherches un coupable, regarde-toi dans la glace. Ta réalité, tu l'as fait, elle n'est rien d'autre qu'une question d'octave. La vie m'a dit, le bonheur dépend de ton regard. De ce que tu dégages, ceux qui n'ont pas peur du vide ne tombent pas. Car la peur attire toute ta haine magnétique. Les erreurs se répètent parce qu'on cultive l'amnésie. Elle m'a dit, ne juge pas, évite les poncifs. T'analyses tes analyses, car tes pensées te construisent. Ne banalise jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à eux. Canalise tes analyses. Donc c'est la musique à écouter quand on va au boulot le matin, c'est ça, en clair. Alors, il y en a une autre qu'on vient de découvrir qui s'appelle On casse les schémas, qui est encore mieux. On rigole. Vraiment, je vous invite à acheter la chanson. Nous, on a beaucoup d'espoir avec Philippe parce qu'en fait, on se rend compte que toutes les disciplines sont en train de se réunir. Voilà, c'est du rap, mais voilà, on a un copain qui est cinéaste qui nous aide beaucoup dans ce qu'on fait dans les entreprises. Le retour de la vie, je pense que c'est un beau programme. Voilà. Bien joué. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, c'est maintenant tout de suite, c'est sur slido.com, #labpostal. Ah, j'adore les modèles mentaux, on est rhabillés pour l'hiver. J'adore. On m'a déjà dit aussi Christian Dior. porte-manteau. Et apparemment c'est Christian Dior Ok. qui l'envoie. Alors moi j'aurais plutôt dit Mylène Farmer pour l'espèce d'empowerment. J'aurais pas dit Kenny Arcana, Chacun son truc. mais qui est une vraie militante, Kenny Arcana. Alors, bon, jeunes gens, vous étiez ensemble sur scène il y a 2 ans. Vous voici maintenant réunis par les liens sacrés Du livre. de la littérature. Je leur fais un peu de pub parce qu'ils n'ont pas osé le faire. Ah, c'est Mais sympa. je crois que ce livre sort aujourd'hui. Non, il est déjà sorti en fait. Il est, 23 il est mai. déjà Mais sorti. il est un peu né au La Postale, il faut le dire. Il est un peu néo-la-postale, donc stratégie, modèle mental, craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement. Bon, moi j'ai une question un peu provocante, mais dans quelle mesure vous êtes en train de glisser du terrain du conseil vers celui de la thérapie? Et Coaching. mais plus que du coaching, là on est vers quelque chose qui est sur notre être. Tu disais, Béatrice, la colonne de droite, c'est la vie. Il faut s'allonger sur un divan pour changer sa manière de travailler en entreprise. Sincèrement, c'est au-delà de la vanne. Est-ce qu'il y a vraiment un travail psychique personnel à faire? Ok. Si nous étions assis tous les deux, je te demanderais mais d'où vient cette question? Et mais donc on va pas faire ça. De ma mère. Parle-nous de ta mère. Parle-nous de ta mère. Ça, c'est pas Merci, possible. c'est une excellente question. En fait, certainement pas. Moi, j'ai trop vu ce que j'appelle la psychologisation des organisations. C'est quel que soit le problème que rencontre une entreprise, on disait, mais soit innovant, soit un leader, etc. Là, on parle des modèles mentaux collectifs, Thierry. Donc, quand on intervient, si c'est le groupe, par exemple, La Poste, on aidera les gens qui travaillent dans ce groupe-là à qualifier les grandes histoires qui circulent et qui permettent collectivement de donner du sens. Et donc, on utilise des exemples individuels pour vous aider, vous, à vous emparer de la notion. Mais ce qu'on pose dans l'ouvrage, c'est le modèle mental au cœur de l'organisation. Et donc, c'est d'aucune manière une thérapie sous aucune forme que ce soit des individus. C'est tout le contraire. Les gens qui baignent beaucoup dans ces disciplines nous ont dit, alors c'est un peu technique, mais qu'on transcende la dichotomie individuelle et collectif pour pouvoir traiter le système d'un autre endroit, justement pour éviter exactement ce que tu viens de dire. C'est tout ce que j'ai vécu en entreprise, donc je crois vraiment que c'est l'inverse qu'on fait, en tous les cas, je l'espère. Alors du coup, est-ce que c'est un nouveau modèle pour les RH? C'est une question qui nous est posée, donc qui prendrait en compte cette fois-ci les modèles... Je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est Alors, vraiment c'est une question excellente. Je ne Ouais, sais pas, mais super. peut-être que la personne veut bien lever la main dans la salle. Merci Anonyme. Apparemment, Parce que c'est un la bon point. personne a juste tout compris. Voilà. En fait, donc moi, j'ai commencé en finance, puis après j'ai basculé en RH. Et en fait, je pense que le drame de la fonction RH, c'est de ne pas avoir un point d'entrée qui permet de parler aux dirigeants. On a le mot anglais IT model, le modèle informatique, le modèle financier. Et bizarrement, dès qu'il s'agit des éléments humains, voilà, c'est un peu flottant. Donc oui, pour moi, le métier du DRH de demain et des équipes RH, c'est de s'emparer de cette notion
et d'aider les organisations à en faire un nouveau point d'entrée de compréhension pour enfin adapter notre manière de gérer les boîtes à notre époque. On la traite aujourd'hui comme il y a 150 ans. Enfin, le monde a un peu changé et nous avons beaucoup changé. Il est temps d'updater le système. Ce qu'on a cherché surtout, c'est, je vois qu'on parle de buzzword, d'empowerment, etc. C'est Ouais. qu'on ne manque pas de mots à la mode, etc. Ce dont on manque, c'est de choses qui nous permettent d'agir concrètement. On parle beaucoup de la culture, par exemple, et les managers ou les dirigeants nous disent la culture, je sais que c'est important, mais je ne sais pas comment je peux agir dessus. On pense qu'avec cette notion de modèle mental, on est dans des choses qui sont à la fois très profondes, parce qu'on vous l'a dit, c'est des choses qui sont évoquées sous des termes parfois différents, mais par les philosophes, les neurologues, etc. Donc ça n'a rien de nouveau, mais dans le champ du management, si on les mobilise, on a quelque chose de très concret sur lequel on peut agir maintenant, aussi bien en RH qu'en management au quotidien, ou voire en stratégie. C'est juste un tout petit glissement d'une notion. On n'a rien inventé évidemment avec Philippe. Les modèles mentaux, c'est juste depuis la nuit des temps. Épithète, c'est pas la chose qui te fait mal, c'est le jugement que tu portes sur la chose. C'est juste un tout petit glissement dans le champ du management. C'est juste ça. Alors si c'est un petit glissement, ça va être peut-être réalisable. Merci à tous les deux. Merci encore. Lisez ce livre, il est ultra clair comme d'habitude avec Philippe et puis Béatrice qui l'a rejoint sur ce truc-là. Vraiment, merci encore. Merci Et on à va tous. essayer de changer nos modèles mentaux, mais je crois que ça prend toute une vie.